Alors, dans cette vidéo, un petit zoom sur le SIBO parce que c'est très souvent imbriqué et souvent je vois beaucoup de SIBO concernés en fait. Beaucoup de personnes qui ont RCH ou Crohn ou des troubles digestifs qui ont un SIBO. Beaucoup l'intestin irritable, souvent ça s'associe au SIBO et tout est très lié. Donc en fait, c'est vraiment une partie hyper importante auquel j'étais obligée de passer et qui va être très importante pour vous. Donc ça va être un peu long, peut-être, mais vraiment restez accrochés jusqu'au bout, c'est hyper intéressant et surtout, bah, vous en avez besoin et là, vous allez avoir vraiment de la matière si jamais vous êtes concerné par ce problème-là. Voilà. Donc, hyper important, accrochez-vous bien. Qu'est-ce qu'on va voir de la définition et physiologie du SIBO. Qu'est-ce que c'est déjà? Un petit peu comprendre ce que c'est, bien sûr, je vais pas tout vous lâcher comme ça. Un petit point sur le métabolisme des gaz et symptomatologie, les symptômes qui y vont avec, les analyses du SIBO, les causes du SIBO et bien sûr les solutions. Donc c'est parti. Let's go. Alors, petit rappel. L'intestin grêle n'est pas, en principe, un lieu de fermentation des bactéries, par les bactéries. C'est vraiment un lieu de digestion, un lieu d'absorption. Ce n'est pas dans l'intestin grêle que les bactéries sont censées fermenter. Donc là, je peux vous renvoyer sur le cours, sur toute la partie sur le système digestif. L'intestin grêle, c'est vraiment un lieu de digestion d'absorption. Vous vous rappelez du carrefour enzymatique, pancréas, bile, qui vont se rencontrer pour digérer les aliments et les transformer en nutriments. Et quand l'intestin grêle devient un lieu de prolifération par des micro-organismes, c'est là que l'on va parler de SIBO. Small Intestinal Bacterial Overgrowth, en anglais. Ça veut dire des bactéries vont fermenter au niveau de l'intestin grêle. Donc il y a un excès de bactéries qui vont remonter jusqu'à l'intestin grêle qui n'ont rien à faire là. Ou IMO. Alors moi je vais surtout utiliser le terme générique SIBO pour parler un peu de tout. Mais il faut savoir qu'il y a un peu trois cas, trois classements dans le SIBO. Il y a SIBO, IMO. IMO, c'est la même chose, sauf que là, on va parler de arché, intestinal. Alors, excusez-moi. Voilà. Intestinal méthanogène overgrowth. Donc là, c'est des archées qui viennent produire du méthane. Et ensuite, de SIFO. Donc là, c'est encore un autre type de micro-organisme. Ça va être des champignons. Small Intestinal Fungal Overgrowth. Des fongies. Donc ça va être comme un genre de candidose. C'est une candidose de l'intestin grêle. Voilà. Quelques particularités. Donc en fait, on peut parler de dysbioses qui ont lieu au niveau du grêle. Et en fait, on a vu que du coup, c'est la nature des micro-organismes qui va nous permettre de nous donner la nature de la prolifération. Et de se dire, ok, c'est un SIBO, c'est un IMO ou c'est un SIFO. Les micro-organismes ne sont pas des pathogènes, souvent. C'est pas une question vraiment de bonnes ou mauvaises bactéries, mais en fait, c'est une question d'excès de bactéries, dans ce cas-là. Voilà. Un petit point sur le biote, avant d'avancer. Alors, notre système digestif, donc ça, vous le savez, il utilise des enzymes digestives et d'autres substances, comme la bile, pour digérer des aliments, pour qu'ils soient absorbés. Il y a une petite exception, en fait, à ça. Il y a des composés alimentaires qui vont venir résister au mécanisme de la digestion et qui vont arriver au niveau du côlon. Et en fait, ces composés alimentaires, ce sont des fibres, certains glucides, des graisses. Alors, on en a besoin aussi, attention.
Mais en fait, c'est là qu'elles vont rencontrer le microbiote. Et d'ailleurs, on parle de prébiotiques, etc. Et en fait, ils vont avoir la capacité de transformer ces résidus alimentaires non digérés en métabolites à faible poids moléculaire. Donc le rôle du biote, ça va être, il y a des choses qui n'ont pas été digérées qui arrivent, fibres, certains glucides, certaines graisses. Hop, on agit et on va les transformer en métabolites. Ce sont des petites substances à base de composés alimentaires, plus les bactéries qui vont faire égal métabolites, à faible poids moléculaire. Et ces métabolites vont être à leur tour absorbés par les cellules du côlon, donc qui s'appellent les colonocytes, qui vont avoir des effets plus ou moins bénéfiques pour la santé. Donc, quels métabolites? Donc là, un petit zoom sur les métabolites pour que vous compreniez un peu tout ça. C'est important que vous compreniez tout ça. C'est important. Parce que c'est en comprenant tout que vous allez pouvoir gérer votre santé derrière. Et vous allez voir que finalement, vous aurez vraiment tous les arcs, tous les outils, toutes les clés pour y arriver. Donc, les métabolites. Quels métabolites? Des acides gras à chaîne courte. Alors là, vous connaissez le butyrate, on en a déjà parlé, mais acétate, propionate, butyrate. D'ailleurs, ce sont des acides gras bénéfiques, surtout le butyrate, très intéressant. Donc en métabolite, on va retrouver aussi des acides organiques, lactate, tartarate, glutarate, des gaz, hydrogène, méthane, sulfure d'hydrogène, ammoniac. Et là, souvent, il y a une surproduction de gaz, un excès de gaz, et dès qu'il y a un excès de gaz, de toute manière, dès qu'il y a vraiment des gaz, on va suspecter le SIBO. Et très souvent, quand il y a beaucoup de gaz, il y a un SIBO. Et des métabolites issus du métabolisme protéique. Donc, c'est des métabolites à partir des composés alimentaires protéiques, donc qui viennent des protéines. Alors là, on a par exemple les composés phénoliques, voilà, indicanant, pécrésol, amines biogènes, l'histamine, cadavérine, putrescine, etc. Tout ça, on va y revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, à partir de, on a dit, des nutriments non digérés et de l'activité du microbiote, ça va donner des métabolites, dont ceux-là. Il y en a qui sont bénéfiques, comme les acides gras à chaîne courte, mais il y en a qui vont pas être bons du tout, comme les gaz ou les métabolites aussi issus du métabolisme protéique, il y en a qui sont pas ok du tout. Donc on continue. On continue notre chemin. Dans le cadre du SIBO, les bactéries produisent des gaz en excès qui vont expliquer en fait l'apparition des symptômes. Et on peut remarquer une augmentation de la production d'acides gras à chaîne courte. Quand on voit qu'il y en a trop, souvent on peut suspecter SIBO ou IMO. Parce que ça montre qu'il y a une grosse fermentation bactérienne. Et on peut aussi remarquer une augmentation des métabolites de la flore protéolytique, comme indiquant pécrésol, en cas de SIBO à hydrogène sulfuré. Vous voyez, il y a différents cas de SIBO. On va y revenir après. Celui à hydrogène, donc on va se dire, ok, flore protéolytique, qui va venir des protéines, ou les autres cas, fermentation bactérienne. Donc ils vont plus venir des sucres pas digérés. Alors du coup, en indicateur, ce qu'il faut retenir ici, c'est que par exemple, l'examen des acides gras à chaîne courte ou les métaboliques organiques urinaires, alors selon les labos, ça s'appelle soit MOU, soit DMI, ça va pouvoir nous orienter vers le diagnostic SIBO. Voilà. En fonction de ce qu'on va voir. Donc dans le cadre du SIBO, on a dit que les bactéries produisent des excès de gaz de différentes natures qui vont être soit de l'hydrogène, soit méthane, soit du sulfure d'hydrogène. Et ça, voilà. Lorsque on parle d'acides aminés soufrés, donc ça va être tout ce qu'on retrouve dans les viandes, les produits animaux, surtout les viandes, les œufs et ces choses-là. C'est des produits vraiment carnés, en fait.
on va retrouver du sulfure d'hydrogène, qui est un des gaz dont on a parlé juste avant. Ou, hop, pour les glucides fermentés cibles, donc ce qu'on peut appeler les prébiotiques. C'est pour ça que les prébiotiques sont pas forcément bons, ni les probiotiques, en fonction de votre terrain. C'est pas forcément le bon moment. Vous allez comprendre tout ça pourquoi. Après, pourquoi. Mais en fait, si vous avez des glucides fermentés cibles, prébiotiques, ces glucides, avec l'activité du biote, vont pouvoir créer de l'hydrogène, et c'est un gaz qu'on va retrouver, soit qu'on va expirer par le bas, enfin sortir par le bas, soit par l'expiration. Donc c'est pour ça que, d'où le fameux test SIBO qui est respiratoire. Voilà. Plus, donc du CO2, ça va créer des acides gras à chaîne courte. Un excès. D'où l'indicateur. Et en fait, avec l'activité des bactéries, le gaz à hydrogène va se transformer en méthane. Très généralement, on retrouve des SIBO à hydrogène et méthane. Quand il y a des SIBO à méthane, forcément, c'est aussi à hydrogène. Et très souvent, le hydrogène va pouvoir se transformer aussi en sulfure d'hydrogène avec l'activité de désulfovibrio. Ce sont des bactéries. Et les autres en méthane avec l'activité de d'autres bactéries, qui sont des archées, voilà. Et là, on va se dire, ok, IMO ou SIBO plus IMO. Très souvent, on retrouve un peu les deux, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un schéma qui est intéressant et qui vous permet de resituer un peu le tout et de comprendre, du coup, cette histoire de métabolites, de ce que je mange. Et donc, vous voyez à quel point, parfois, notre nourriture va vraiment jouer un gros rôle. Ok, on continue. Les symptômes. Les symptômes du SIBO. Alors, il va y avoir des symptômes digestifs et des symptômes extra-digestifs. Les symptômes digestifs. Des ballonnements, des troubles de la motricité digestive et du transit, une production excessive de gaz, des éructations, barborigmes, des gaz, de la distension abdominale avec des douleurs, des brûlures d'estomac, parfois avec ou sans RGO, reflux gastro-œsophagien. Les symptômes extra-digestifs, on va retrouver de la fatigue chronique, des carences en fer, en B12, des carences en vitamines liposolubles, des troubles de la peau, des douleurs articulaires, stress, anxiété, dépression, troubles de la mémoire, brouillard cérébral. Et ouais, tout est lié. Donc forcément, quand vous êtes pas bien au niveau digestif, c'est plus compliqué d'avoir le moral, parce que c'est lié. Donc il faut vraiment se sortir de ce cercle vicieux. Donc si déjà là, vous allez pouvoir repérer un petit peu et comprendre si vous êtes concerné. Et en fait, c'est vraiment l'étude des symptômes qui va pouvoir nous orienter vers la nature. L'étude des symptômes va orienter aussi vers la nature des gaz produits. Donc en fait, à partir de vos symptômes, on peut déjà un peu comprendre, juste en symptomatologie, en clinique, comme ça, quels gaz sont produits. Mais souvent, c'est le SIBO-mix qu'on retrouve. Méthane tout seul, c'est assez rare. Souvent, c'est quand même hydrogène, donc c'est hydrogène et ensuite méthane. Dans le schéma, je peux retourner pour que vous compreniez. Tac, voilà. Souvent, on va retrouver ça avec ça. En général, méthane tout seul, c'est rare. Quand il y a méthane, souvent, il y a hydrogène avec. Vous voyez Voilà. Et après, il y a des cas quand même plus rares qui sont un peu dits inclassables et qui peuvent apparaître suite en fait à des infections immunitaires, des grosses infections, un gros virus qu'on a attrapé, le Covid par exemple, ou les vaccins, ou des choses un peu comme ça. Ça, on ne sait pas.
On sait pas exactement tout, mais en tout cas, en général, c'est quand même très, très rare. En général, on est quand même dans ces schémas-là. Donc hydrogène, les symptômes, c'est quoi? C'est des tendances diarrhéiques et des gaz non odorants. Méthane, ça va plutôt être tendance à la constipation et des gaz odorants. Donc là, déjà, essayez de vous identifier, hein. Et sulfure d'hydrogène, ça va être tendance diarrhéique avec des gaz odorants qui sentent l'œuf pourri. Voilà. Donc souvent, on observe souvent quand même un mélange entre méthane hydrogène ou hydrogène sulfure d'hydrogène. Ça peut arriver aussi. Voilà. Donc si vous avez des alternances diarrhée-constipation avec des gaz odorants et non odorants, bah, vous êtes probablement dans le cas d'hydrogène-méthane, par exemple. Donc là, déjà, vous pouvez vous identifier. Donc, on continue. Donc en fait, l'étude des symptômes, elle est fondamentale parce que elle peut aussi renseigner, on a dit, sur la nature et sur l'identification des causes du SIBO. Exemple. Si on est carencé en B12, en calcium et en fer, ça peut s'expliquer par une hypochloridrie. Parce que nous, c'est bien de déterminer un SIBO, mais après, il faut comprendre pourquoi on en arrive à là. Hypochloridrie, un manque d'acide chlorhydrique. Des carences en vitamines liposolubles va pouvoir s'expliquer par un déséquilibre des acides biliaires ou une insuffisance biliaire, par exemple. Hop, les vitamines liposolubles, ce sont les vitamines ADEC. ADEK. Continue. Les analyses. Pour parler des analyses SIBO. Alors, première chose, vous avez l'aspiration jéjunale. C'est quand même rare, c'est pas le plus courant. Ça se fait. En fait, on va prélever les bactéries de l'intestin grêle au niveau du jéjunum pour analyser la composition au niveau du jéjunum. Et s'il y a une présence en excès de bactéries coliques, bah alors on va diagnostiquer le SIBO. Le médecin va dire, ok, il y a un SIBO. Parce que ces bactéries n'ont rien à faire là. On reviendra après sur ce test. Mais parfois, il peut y avoir aussi du faux. Et ensuite, le test le plus couramment utilisé, c'est le test respiratoire, qui va permettre de mesurer les gaz expirés suite à l'administration d'une solution contenant des sucres qui forcément vont fermenter. Et là, c'est vraiment le test le plus pratiqué. Le test respiratoire, en fait, on revient dessus. La mesure des gaz va se faire toutes les 20 minutes, pendant 180 minutes. En fait, ça fait 3 heures. Et le SIBO, il va être diagnostiqué lorsque, dès les 120 premières minutes, donc les 2 premières heures, l'hydrogène va pas dépasser la valeur de 20 ppm. Alors, ne me demandez pas ce que c'est exactement ppm. Je sais pas. Je suis pas non plus une spécialiste de mesure des SIBO, mais on sait que quand ça dépasse les 20 dans les 2 premières heures, on se dit, ok, là, on diagnostique le SIBO. Pour l'hydrogène. Et pour le méthane, donc c'est quand la même chose, c'est quand dans les 2 premières heures, la valeur des ppm va dépasser le 12. On se dit, là, il y a SIBO. Voilà. Pour le test respiratoire. Bien sûr, ce n'est pas sans contrainte. Pour réaliser le test respiratoire, il y a un protocole à suivre. 2 à 4 semaines avant le test, il faut éviter la prise d'antibiotiques. Bien sûr, pas sans avis médical, si vous êtes sous antibiotiques, voilà. Et de probiotiques aussi. 48 heures avant le test, donc 2 jours avant, plus de produits qui peuvent modifier la motricité intestinale.
pareil, pas sans avis médical. 24 heures avant le test, on exclut l'alcool et tout ce qui est supplément en fibres, inuline, pectine, psyllium, etc. 12 heures avant le test, jeûner avec consommation d'eau autorisée et arrêter le tabac forcément. Donc il y a quand même des petites contraintes. Il y a des choses à suivre. C'est normal. Ou vous pouvez en réaliser un. Alors, au CHU, donc à l'hôpital, les laboratoires, on en trouve de plus en plus. Donc il faudrait appeler avant, vous renseigner. Normalement, il y en a de plus en plus. Maintenant, c'est quand même remboursé par l'assurance maladie si vous avez l'ordonnance médicale. Donc si votre médecin vous fait une ordonnance, ça pourra être remboursé par l'assurance maladie. Et sinon, très pratique, vous pouvez commander un kit vous-même et le faire vous-même avec le laboratoire Synlab à cette adresse-là. Donc je vous l'ai écrit, vous pouvez prendre en photo et puis le faire. Vous avez accès à, vous pouvez le commander, il arrive chez vous et puis vous le faites vous-même et vous le renvoyez. Ou vous le faites vous-même tout court. Vous avez votre diagnostic, pardon. Voilà, voilà. On continue. Donc là, prenez bien en photo si vous êtes intéressé, que vous avez envie de tenter l'expérience. Mais je vais vous dire, est-ce que je le conseille ce test ou pas finalement? Est-ce que ce test, je le conseille? En fait, ce test, il permet pas de déterminer la cause du SIBO, mais simplement de la diagnostiquer. Le plus dur, c'est pas le diagnostic, mais c'est de faire en sorte que ça ne revienne pas. Et le diagnostic et le test, il va pas nous permettre de nous orienter sur la prise en charge des causes. Donc, il nous permet pas d'identifier les causes. Le test nous permet pas non plus de mesurer les niveaux de sulfure d'hydrogène. Ça nous permet de dire il y a ou il y a pas. Et il peut donner aussi des faux négatifs. Parce que parfois, la prolifération bactérienne, elle va se situer au niveau de l'iléon et pas au niveau du jéjunum. Alors que là, c'est au niveau du jéjunum qu'on absorbe la solution. Donc là aussi, il peut y avoir des faux négatifs. Donc il faut vraiment se référer à la clinique, hein, à ce que vous ressentez. Donc moi, je trouve, personnellement, est-ce que le diagnostic nous sert à grand-chose? Puisque la prise en charge des causes plus les faisceaux d'indices va plus nous intéresser. Bon, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez, mais pour moi, c'est pas non plus un test. Voilà, ce qu'il faut savoir avec les analyses, les tests, il y a des choses qui en valent pas la peine, hein. Avec la clinique, on a beaucoup d'informations. Faisceau d'indices. Alors, la présence de ballonnements, de gaz, de troubles du transit, on en a déjà parlé un peu des indices, des signes. Si vous avez des ballonnements, des gaz, des troubles du transit, des difficultés à bien digérer, notamment tous les repas qui vont être riches en fibres et en FODMAP. Des difficultés, donc c'est-à-dire artichauts, ail, oignons, toutes ces choses-là. Pommes, voilà. Difficulté à bien digérer les prises de fruits en fin de repas. Pareil, parce que ça va plus fermenter. Augmentation des symptômes en cas de prise de probiotiques. Standard. Et ouais, la prise de probiotiques va vous aggraver. Dans ce cas-là. Les causes digestives. Donc là, on va parler des causes digestives et après des causes extra-digestives. Donc là, on en vient aux causes. Insuffisance sécrétoire, c'est-à-dire la baisse de production d'acide chlorhydrique et d'acide biliaire. Un trouble de la motricité digestive. Un trouble mécanique ou une dysrégulation du mucus. Donc là, on va un petit peu revenir sur chacun d'eux. Donc là,
dans l'insuffisance sécrétoire. L'hypochloridrie. La baisse de la production d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, son rôle, je le rappelle, c'est de stériliser votre bol alimentaire des micro-organismes qui pourraient proliférer dans le tube. Donc forcément, s'il n'y a plus assez de production, il y a des micro-organismes qui vont pouvoir proliférer. Et du coup, problème. Ça va devenir problématique. Et SIBO. La prise d'IPP, inhibiteur de pompe à protons, sur le long terme. Bah ouais, le risque de développer un SIBO, il y a eu des études, et maintenant les médecins le savent très bien, que plus de 30% des personnes qui prennent plus de 3 mois, à peu près 3 mois et plus, de traitement d'IPP développent un SIBO. Parce que l'IPP basifie l'estomac. Et donc moins d'acidité. Et du coup, bah voilà le problème. Donc ça, c'est quand même courant. Maintenant, ils sont censés ne plus vous prescrire des longs moments de prise d'IPP. Voilà. Donc ça, c'est l'hypochloridrie. Et les causes de cette hypochloridrie, alors. Je répète, pour comprendre les causes, il faut recomprendre comment ça se passe, comment on en produit. Il y a 3 phases. La phase céphalique, c'est-à-dire la vue, le goût, l'odeur, nos pensées. Déjà, le nerf vague va réagir et libérer de l'acétylcholine. Donc cette phase, elle est hyper importante. Sentir, goûter, penser. Déjà, là, il y a un travail qui se fait. Ensuite, il y aura une phase gastrique avec l'arrivée des aliments dans l'estomac et les hormones qui vont agir. Gastrine, gréline, somatostatine, l'histamine, les acides biliaires. Et ouais, l'histamine aussi joue ce rôle. Et ensuite, 3e phase, intestinale, avec l'arrivée du chyme qui va être acide. On a dit que le chyme se transformait en chyle, avec la somatostatine et la sécrétine. Donc, partout là, il va y avoir de la production d'acide chlorhydrique pendant ces 3 phases de la digestion. Là, vous pouvez refaire un petit tour sur le cours sur le système digestif aussi. Les symptômes de l'hypochloridrie, c'est à peu près les mêmes que ceux de l'hyperchloridrie, bizarrement. Une sensation de satiété précoce, une pesanteur gastrique postprandiale, des RGO, des reflux, du pyrosie gastrique, des douleurs épigastriques, des troubles du transit. Il faut s'alarmer sur ça. Et quelles vont être les causes alors? Eh bien, la faible consommation de protéines, parce qu'on sait que la consommation des protéines alimentaires va permettre de stimuler la gastrine et donc de créer de l'acide chlorhydrique. Ok? Parce que gastrine, hop, ici vous l'avez vu, gastrine, alors là c'est pas gastrite, c'est gastrine, va agir sur la production d'acide chlorhydrique. L'hypothyroïdie ou la maladie d'Hashimoto. Et oui, parce que forcément, il y aura aussi une hypogastrinémie et donc une baisse d'acide chlorhydrique. Parce que les hormones vont bien moins fonctionner. La prise d'IPP à long terme, on en a parlé. Une infection à Helicobacter pylori, parce que il produit de l'ammoniac et ça basifie le pH stomacal en diminuant forcément la production d'HCl. Donc problématique. La production excessive de prostaglandine, des métabolites issus de l'acide arachidonique, donc si vous mangez trop d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Et alors il y a la maladie de Birmer, que c'est une forme de gastrite auto-immune, et une rupture de la communication au niveau de l'axe intestin-cerveau, qui est la cause principale
en vérité. Dans 90% des cas, c'est ça. Voilà. Alors, les cas d'insuffisance biliaire. Maintenant, on va parler de l'insuffisance biliaire. La bile, donc, hop. La bile, petit rappel, hein, elle contient des sels biliaires qui remplit un rôle de digestion et d'absorption des graisses alimentaires et a également un rôle de, on va dire, bactériostatique qui va permettre d'inhiber la prolifération bactérienne au niveau du grêle. Ok, forcément, elle arrive, ça empêche les bactéries de remonter. Et du coup, si on a un dérèglement de la bile, ça va pouvoir causer aussi un SIBO. Parce que ces dérèglements, ils peuvent être causés par quoi? Une baisse de production au niveau du foie, du coup insuffisance biliaire. La bile, c'est aussi le déchet du foie, hein, vous le savez. Je vous laisse revenir aussi sur les cours dans le système digestif. Lui-même causé par des carences nutritionnelles en fer, en B3, en glycine, en taurine, un transit ralenti ou accéléré ou une dysbiose. Ou aussi un mauvais écoulement. Donc vous voyez, vous ne devez pas être en carence nutritionnelle. Fer, B3, glycine, taurine, ou transit ralenti ou accéléré ou une dysbiose, ça peut dérégler tout en fait. Hein. C'est à chaque fois un cercle vicieux en fait. Tout est tout le temps un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve mal en fait. Et qu'on a l'impression de tourner en rond. Parce qu'il faut vraiment prendre le problème et chaque chose et vraiment s'en occuper correctement. Un mauvais écoulement de la bile aussi. Un problème de texture de la bile, du cholestérol, une hypothyroïdie aussi. Et encore une fois, une rupture de l'axe intestin-cerveau qui va faire qu'elle va moins bien se contracter, etc. Le nerf vague, on en revient toujours à là. Quand je parle de rupture de l'axe intestin-cerveau, c'est le nerf vague. Voilà. Donc, on continue. Un trouble de la motricité digestive. Donc là, on prend vraiment chaque cause. Hein. Donc c'est souvent via une dysrégulation du complexe moteur migrant, ce qu'on appelle, que les bactéries du côlon vont être tentées de remonter le long du grêle. Parce que les muscles en fait du tube digestif se contractent et vont permettre de faire avancer votre bol alimentaire. Il y a vraiment deux modes de fonctionnement. En période postprandiale, donc juste après avoir mangé, elle permet de propulser et brasser les aliments tout le long du tube digestif pour optimiser leur digestion, leur absorption et former des matières fécales. Et c'est là qu'on parle de péristaltisme. La propulsion, elle va se faire via des ondes contractiles provoquées par les cellules qu'on appelle les cellules de Canal, des cellules musculaires lisses. C'est involontaire. On parle de péristaltisme. Et en dehors des repas, et là on parle de complexe moteur migrant qui permet de faire progresser le bol hors de l'intestin grêle vers le côlon et repousser les bactéries du côlon qui vont être tentées de remonter au niveau du grêle. C'est la dysrégulation du complexe moteur migrant qui va être cause du SIBO. Du coup. Voilà. Et ça, forcément, c'est encore une autre problématique. Et quelles sont les causes de ça? On en revient encore une fois à la même chose. Axe intestin-cerveau. Nerveux. Votre intestin, c'est votre deuxième cerveau. Des facteurs hormonaux aussi. La thyroïde, qui peut impacter les hormones chargées de la motricité digestive, gastrine, gréline. Et les activités du microbiote et de ses métabolites, hein, si on est en carence en butyrate, parce que le butyrate permet aussi d'augmenter cette motricité digestive. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des axes de travail. Et après, vous pouvez aussi faire des séances d'ostéo. Il y a des ostéos qui sont ou de fascia thérapeutes qui sont spécialisés ou des ostéos viscérales. Voilà. Troubles mécaniques, surtout dans ce cas-là, en fait. Troubles mécaniques, c'est une autre cause. Donc, par exemple, une chirurgie, tissu inflammatoire, l'endométriose, beaucoup d'inflammation, forcément, ça dérégule tout. Donc, vous voyez encore plus le cercle vicieux. Et les hernies hiatales, voilà, tout ça va impacter la périphérie digestive et du coup induire aussi la prolifération bactérienne. Tout est dans tout, on se retrouve vite dans un espèce de cercle vicieux de tous les côtés.
Donc quand on est dans ces cas-là, il faut agir avec tout et on prend tout ce qu'on a à prendre. Et on met tout en place. Et c'est pour ça qu'il faut être très strict au début. Voilà. Et vraiment y croire et faire le nécessaire et être un peu fort. Autre cause, les troubles du mucus. L'intestin agit comme une barrière. On l'a déjà parlé de ça sur la formation sur l'intestin. Grâce à la production du mucus intestinal par les cellules caliciformes, elles produisent de la mucine de type mus2 qui vont former un gel et une barrière physique contre les bactéries et autres toxines et en fait empêcher tout contact direct avec l'épithélium intestinal. En cas de perte de cette substance mucosique, les bactéries elles peuvent proliférer plus et en fait aussi causer du SIBO. Bon, au niveau du côlon, il y a vraiment 2 couches de mucus et une seule couche au niveau du grêle. Mais du coup, ça aussi, c'est problématique. Et forcément, en cas de auto-immun, déjà, on a forcément un trouble du mucus vu qu'elles se font attaquer. Et d'ailleurs, voilà, cause de la dysrégulation du mucus, il y a l'agression de la muqueuse et des cellules caliciformes, Mickey active, hyperperméabilité, ou une gastrite, une infection, une inflammation, et une baisse des productions des acides gras à chaîne courte, donc le butyrate. Donc en général, s'il y a une baisse, c'est encore une mauvaise activité du biote, forcément logique, et une défaillance génétique sur le gène FUT2, codant pour la production du 2-fucosylactose, on en a déjà parlé, qui est un sucre indispensable en fait à la production de ces mucines. Donc ça c'est un test, une prise de sang qui se fait en laboratoire pour voir si on est dans ce cas-là ou pas. Si on est dans ce cas-là, il faut prendre du 2-fucosylactose à vie. Voilà. On continue. Les causes profondes. Et ouais, parce que derrière tout ça, on a vu qu'il y avait des causes de causes. Et les causes profondes, que j'observe dans 90% des cas, voire plus. La cause majeure, c'est ça. Une rupture de l'axe intestin-cerveau, un problème du nerf vague, qui est vraiment la cause majeure. Voilà. Du système nerveux entérique. Un petit topo sur le système nerveux entérique. Le tube digestif contient un système nerveux à lui-même, intrinsèque, qu'on appelle système nerveux entérique, composé de plus de 500 millions de neurones, soit l'équivalent du cerveau d'un chat. Donc je crois même plus. Il a une capacité de pouvoir fonctionner seul, d'où le nom de deuxième cerveau. Il y a un système nerveux dans l'intestin. Voilà. Et ce système-là est très relié avec le nerf vague, en plus. Donc là, pour montrer qu'encore plus tout est lié, le nerf vague qui prend naissance dans le tronc cérébral et qui va desservir l'ensemble de nos organes digestifs. C'est le relais de communication essentiel entre le système nerveux central et le système nerveux entérique. L'estomac, le foie, le pancréas et le microbiote. Son rôle est déterminant dans la production d'acide chlorhydrique, la stimulation de la motricité intestinale digestive et il gère même l'inflammation intestinale, tout est lié. Donc voilà, je me répète encore et encore. Mais c'est tellement important que vous compreniez ça, que vous l'intégriez, que vous le ressentiez pour pouvoir vous prendre en charge et vraiment faire un vrai travail de fond. Ne vous laissez pas avoir par votre cerveau. Ne faites pas les autruches. C'est vraiment important. Donc là, je vous ai mis un petit... Voilà, de ce qu'on peut retrouver d'une dysfonctionnement du nerf vague. Voilà, tout de suite on le voit, ulcérative colitis, Crohn's disease, maladie de Crohn, RCH, des désordres psychiatriques, d'une dérégulation du nerf vague. Donc vous voyez,
C'est hyper, 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 hyper important. Et je pourrais jamais arrêter de le dire et de le redire et de le redire. Voilà. Et ça, il faut vraiment que vous vous mettiez dans le mood de ça. Et que vous preniez conscience de ça. Il agit partout. Donc, il faut vraiment réguler son activité avec les techniques que l'on fait, que l'on voit en exercice, le faire, vivre en hyper-conscience, le faire, le refaire, vous observer. Bien sûr aussi, vos nutriments vont agir dessus, ce que vous mangez, etc., etc. Ok. Et il va agir aussi, bien sûr, dans la sécrétion de l'acide chlorhydrique, mais aussi des enzymes. Donc, si vous digérez pas bien, ça peut venir aussi de là, en général. Voilà. Tout vient de ça. Pratiquement. On continue. Quelles sont les causes de la rupture de l'axe intestin-cerveau, d'après vous? Eh oui, qu'est-ce qu'on observe derrière tout ça? Du stress chronique, de l'anxiété, dépression, troubles du comportement alimentaire. Alors ça, je vais faire il y a aussi une petite vidéo que vous trouverez sur ça, hein. Comment gérer l'émotionnel avec l'aliment, qui sont très liés. Les chocs traumatiques, les dysbioses. Bah oui, c'est aussi lié, parce que tout influe l'un sur l'autre. Diabète de type 2, qu'il va falloir traiter. Maladie de Hirschsprung, qui est un manque d'innervation du côlon. Des carences nutritionnelles. Un manque d'exposition à la nature. Un excès d'écran. Des virus. EBV, Covid. La maladie de Lyme. Les moisissures, les mycotoxines. L'isolement social. Des lésions nerveuses comme un accident traumatique. Ok. Donc attention à tout ça, un par un. Ok? Tout est important. Tout. Je le dis et le répète. On continue. Les autres causes. L'hypothyroïdie. Alors là, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, voilà, je m'en sortirai jamais. On s'en sortira pas. C'est pas le sujet là tout de suite, mais vous trouverez aussi des vidéos sur ça. Voilà, ça, c'est important quand même. Mais des causes d'hypothyroïdie, forcément, l'hyperoestrogénie, c'est-à-dire un déséquilibre de votre balance œstrogène-progestérone. Et ouais, ça aussi, ça joue. Et les troubles immunitaires, forcément. Tout est lié. Donc en fait, tout est cercle vicieux. Et cause de cause de cause de cause. La prise en charge du SIBO, 3 axes. 1. Il faut diminuer la fermentation et la prolifération bactérienne. Donc là, on va devoir travailler sur l'alimentation plus une prise de antibactériens. On voit souvent les médecins qui donnent des antibiotiques. Mais en fait, avec les antibiotiques, on peut faire la même boucle infernale tout le temps et jamais s'en sortir, ça suffit pas. Si derrière vous prenez pas le problème, vous allez faire des va-et-vient, des allers-retours. Donc alimentation antibactérien. 2. Prendre en charge la cause digestive. Est-ce que c'est un problème de sécrétion? Est-ce que c'est un problème de sécrétion de mucus? De motricité? De troubles mécaniques? Il va falloir aller voir ça. Et 3. Prendre en charge la cause la plus profonde. Axe intestin-cerveau? Est-ce qu'il y a un problème hormonal derrière? Un problème d'immunité? De virus? De je sais pas quoi? Vous voyez? On va parler de l'alimentation. Donc là, on rentre dans les solutions. Donc l'alimentation et SIBO, alors ça, quand je dis SIBO, ça peut être SIFO, IMO, enfin voilà, hein, depuis le début, je vous l'ai dit.
Donc il y a plusieurs méthodes alimentaires. Il y a plusieurs méthodes et il suffit de, si vous voulez, de voir laquelle nous correspond le mieux. Mais je vais vous donner ma méthodologie et ce que je pense de chaque méthode. Et vous allez avoir le régime sans FODMAP, le régime biphasique, excusez-moi, il y a une petite faute, le régime à glucides spécifiques et la diète élémentaire, on va un peu regarder tout ça. Alors, ça, forcément, ça va pas convenir aux SIBO à hydrogène sulfuré, donc qui viennent, vous vous souvenez, des aliments qui contiennent des amines, des aliments, amines carnés, on va dire, acides aminés soufrés, sulfites, dans les viandes, poissons, produits laitiers, etc., les œufs. Donc, s'il y a une suspicion de ça, il faut réduire ces choses-là. Ceux-là vont plus concerner les deux autres types de SIBO, hydrogène et méthane. Donc, le régime sans FODMAP. Alors, vous avez un PDF avec ce régime. C'est un régime qui est très intéressant à court terme. Les FODMAP, ça désigne l'ensemble des glucides qui sont peu ou mal digérés au niveau du grêle et qui vont faire l'objet d'une fermentation par les bactéries de notre microbiote. Donc, FODMAP, fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyol. En cas de SIBO, ces FODMAP vont venir à la rencontre de notre microbiote et vont créer du coup des excès de gaz de fermentation. Alors, ce régime, il va pas nous permettre de travailler sur les causes des causes des causes, mais il va nous permettre de diminuer les symptômes. Mais bien sûr, c'est pas une prise en charge du SIBO à long terme. Mais à court terme, ça va permettre de se sentir mieux, d'arrêter de nourrir ces choses-là et de se sentir mieux. Alors, comment on fait? Pendant 1 à 2 mois, même 2 mois, on exclut les aliments riches en FODMAP. Strictement. Et au bout de 2 mois, on réintroduit progressivement ces aliments, un par un, doucement, sans exagérer. Et un par un, vous allez les tester, jour après jour, sans exagérer les quantités. Et vous dire, ok, là celui-là il passe bien, ok, je mets de côté, je sais que celui-là il passe bien. Après, retester un autre, ok, ça passe bien ou ça passe pas. Si ça passe pas, on réexclut et on recommence, totalement jusqu'à disparition des symptômes. Si ça passe bien, vous le gardez de côté, mais après, il faut pas que, quand vous faites le testing, rajoutez pas 50 FODMAP en même temps. Hein. Allez-y, un par un, doucement. Et après, c'est une histoire de dosage. Il va falloir vraiment y aller petit à petit. Ça, c'est un peu le côté galère, on va dire, mais malheureusement, c'est comme ça. Et on n'a pas d'autre choix. Hein. Donc, vous avez la liste des aliments riches en FODMAP dans le PDF. C'est une liste qui n'est pas exhaustive et qui évolue en permanence, et tout est une histoire de dosage aussi. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Donc, ce qui va être riche en FODMAP, les fructanes, bananes, melons, kaki, pamplemousse, pastèque, pêche, nectarine, ail, oignon, topinambour, artichaut, asperges, poireaux, betteraves, choux, tiges de brocoli, blé, seigle, orge. Tout ce qui va être lactose, lait, crème, glace, fromage, préparation à base de lait. Tout ce qui va être les gosses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, blancs, pois cassés. Tout ce qui va être fructose, pommes, mangue, pastèque, fruits en conserve, fructose industrielle, les sirops de maïs, le miel, les fruits secs, tomates cerises, les jus de fruits, enfin voilà, trop de sucre. Tout ce qui va être les polioles, pommes, abricots, avocats, mûres, cerises, litchis, nectarines, pêches, poires, prunes, pruneaux, pastèques. Bon, moi je peux rajouter un peu le melon quand même, chou-fleur, poivron vert, champignons, patates douces, édulcorants. Et ouais, dans ces cas-là, il va falloir les retirer. Si vraiment vous avez plein de gaz, il faut y passer. Hein. Ok. Comme je dis, c'est un passage. C'est pas toute votre vie. C'est le temps qu'il n'y ait plus de fermentation. Ça doit être en soi la plus court possible. Hein. Mais il faut bien le faire. Sinon, on tourne en rond et on fait du surplace. Donc il faut à un moment se dire, ok, je le fais bien. Pendant 1 mois, 2 mois, plus rien. Faut se motiver, faut être fort. On y va. Ok?
Par contre, c'est pas un régime à tenir sur du long terme, sinon ça va dégrader votre microbiote, hein. OK? Donc vraiment, pas plus de 2 mois. Mais par contre, du coup, faut vraiment bien le faire. Donc celui-là, il est vraiment intéressant. Et dès qu'on a des fermentations, ça doit être un réflexe. Ensuite, le régime à glucides spécifiques. Alors, celui-ci, le principe, ça va être de retirer tous les glucides complexes, autres que les sources de monosaccharides. Bon, il autorise en fait viande, légumes, fruits, sources de graisse, mais exclut tout ce qui est lactose, amidon, pommes de terre, pain, riz, amidon ajouté, modifié, tous les produits transformés. En gros, vous avez autorisé viande, poisson, œufs, légumes, fruits frais, miel, chocolat noir, oléagineux, beurre et huile. Enfin, moi, je suis pas fan de celui-ci. Exclure tous les lactoses, féculents amidonnés, tubercules, lentilles, pois chiches, soja, fruits, légumes en conserve, produits transformés. Parce qu'en fait, quelle est l'idée derrière ça? C'est que la digestion des sucres complexes font appel au travail du microbiote et du coup vont altérer sa composition, ce qui n'est pas bête, et seraient responsables de dysbiose. C'est un peu réfuté. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout en pratique, mais ça fonctionne pas mal quand on a quand même des troubles digestifs et ça peut être pas mal pour Crohn-RCH. Euh, et c'est quand même très difficile et très restrictif. Ça peut être intéressant si vraiment le FODMAP ne fonctionne pas du tout, d'essayer ça. Pourquoi pas? En fait, on se laisse différents testing, différentes choses. Voilà, donc là, vous avez la liste de tout ça. Ensuite, il va y avoir le régime biphasique qui associe en fait le sans FODMAP à d'autres mesures restrictives selon vos intolérances. C'est-à-dire, on peut faire un sans FODMAP plus enlever tout ce qui va être histaminolibérateur ou riche en histamine. Ou sans FODMAP, on retire les féculents ou les amidons. Pareil, il y a toujours une période d'exclusion et on réintroduit progressivement. Et souvent, c'est très intéressant de faire ça avec l'histamine quand vous êtes en inflammation. Parce que souvent, SIBO, forcément, ça s'accompagne de l'hyperperméabilité intestinale et donc du déclenchement de la pathologie, d'une MICI, de tout ça. Donc ça va accompagner les médiateurs inflammatoires au niveau de la muqueuse et donc l'intolérance à l'histamine pour certaines personnes. Donc ça peut être intéressant un certain temps. Moi, en fait, celui-ci, je le recommande. C'est ce que je vous recommande en période vraiment de poussée Crohn-RCH ou un gros intestin irritable, vraiment. Voilà. Pareil, on essaye de le tenir 1-2 mois maximum, quoi. Très intéressant. Ensuite, la diète élémentaire. Alors ça, c'est vraiment pour les cas extrêmes. Extrêmes, extrêmes. C'est très très compliqué à mettre en place. Ça peut être intéressant pour les cas vraiment extrêmes où on n'y arrive vraiment pas. Ça va consister à administrer que du liquide, en fait, qui va pouvoir offrir un profil nutritionnel complet, des nutriments directement, qui sont en fait présents sous leur forme la plus facilement digeste. Et en fait, forcément, bah voilà, parce que comme la digestion et l'absorption des nutriments se fait dans la partie haute du grêle, bah du coup, ça va permettre l'absence de fermentation aussi. Donc moi, je recommande pas. Je trouve que c'est vraiment la dernière chose à se tourner si tout le reste ne fonctionne pas. Mais c'est une piste qu'on a aussi. Et c'est très très compliqué. Diète élémentaire. Elemental diet. Les compléments. Qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre? Les antibactériens. 1. La berbérine, très intéressant pour SIBO. Bon, son activité antibactérienne n'est pas la plus puissante, mais elle est pas mal pour... elle a une activité un peu anti-hypertenseur, contrôler un peu votre glycémie, voilà. Parfois, on peut l'utiliser si on veut faire un peu une pierre de coups, voilà. Le plus puissant antibactérien, ça va être l'origan ou la cannelle, qui va pouvoir... Voilà, pour SIBO, c'est très bien. NEM,
C'est pas mal pour IMO, SIFO, SIBO, pour les 3 en fait. Très intéressant aussi parce qu'il y a une action sur vos peaux et cheveux. L'alicine, alors là ça va être plutôt le cas IMO. Et c'est pas mal parce que vous avez le côté antioxydant cardioprotecteur. Ensuite, les EPP, extrait de pépins de pamplemousse, antifongique naturel. Voilà. Et le Carvi, qui est pas mal en cas de SIBO. Elle a une action carminative anti-ballonnement, hein, et améliore aussi la production d'acide biliaire et la contraction de votre bébé et la motricité digestive. Donc c'est intéressant aussi le Carvi. Donc ça, vous pouvez prendre en photo ici également. Ce que je recommande, les produits que je recommande, ça va être ces 3-là, qui sont vraiment bien. Il faut prendre 4 fois par jour un comprimé après vos repas pendant environ 1 à 2 mois. Donc vous avez l'ADP, qui est de l'origan pur. Il faut voir comment vous le tolérez aussi. Ça peut être un peu trop agressif pour la muqueuse. Si vous êtes en grosse période inflammatoire, on va attendre un peu. Sinon, il y a le Synermiose de Herbolistique, SIBO de TerraScience. Voilà. Pour les probiotiques, on a vu que ça posait problème parce que ça va augmenter les symptômes. Et la prolifération bactérienne, déjà, il y a un excès de bactéries, on ne va pas aller en rajouter. Mais il y a certaines souches qui peuvent aider, notamment le Bacillus subtilis HU58. Donc là, celui-là, je vais recommander celui-là de chez Microbiome Labs. HU58, 3 fois par jour, un à prendre juste après vos repas. Ça va pouvoir aider. C'est vraiment la seule exception en termes de probiotiques. Et sinon, il va falloir soutenir la cause digestive. Donc s'il y a un problème d'insuffisance sécrétoire, je vais vous recommander de la bétaïne HCl, ou sinon vous avez l'élixir du suédois, des enzymes digestives, des choses biofilms pour lutter contre les biofilms et la candidose, de la bile animale notamment, aussi qui peut être intéressante. À tester. Voilà, il faut tester en fait le produit qui vous convient et qui vous aide tout en travaillant sur les causes profondes, etc. Ensuite, le mucus. Donc aloe vera, zinc. Pour le mucus, je vous conseille l'aloe vera, le zinc L-carnosine, la vitamine U. Donc c'est du jus de chou cru. C'est riche en S-méthinéthionine ou le FUT2. Voilà. Le 2-fucosylactose. Pour le mucus. Et ensuite, pour ce qui est motricité digestive, tout ce qui va être prokinétique, le top du top, c'est Iberogast. Je sais qu'il peut être compliqué à trouver maintenant. Il a été, je crois, presque interdit ici. Alors peut-être ça se trouve à l'étranger, mais il y a de quoi peut-être trouver sur Internet. Ou l'Épigeste de chez La Royale, qui est bien. Qui est un peu, il ressemble à l'Iberogast. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi si vous avez des problèmes de motricité digestive. Donc je recommande Bétaïne HCl, Pepsine de chez Pure Encapsulation, ou pour les enzymes Masszyme de chez Bioptimizer, un avant chaque repas, ou Digestive Enzyme de LifeGive, c'est Institut Hippocrate, qui sont d'une qualité incroyable, qui sont un peu plus coûteuses. Sinon, vous avez pour le Candifence, en cas de problèmes fongiques, et si vous voulez travailler un peu sur le biofilm et le candida aussi. Donc, 2 matins et 2 soirs à distance des repas pour celui-ci, de chez Amy Myers, Candifence. Ou sinon, le Beta Plus, de chez Biotic Research. Il contient de la bile animale, en fait. Un à chaque début de repas. Voilà.
Ensuite, vous avez également le 2-fucosilactose de chez Copmed. Donc là, vous pouvez utiliser le code. Le PeptiCare, c'est le Z-Zinc L-carnosine de chez Pure Encapsulation aussi qui est bien. Les deux là, c'est une fois par jour pendant vos repas. Et l'Iberogast, ça ressemble à ça. Et le produit de chez La Royale, que je vous avais vu ici, l'Epigest. Ce que je vous recommande le plus, bien sûr, ça va être ça. Gérer votre système nerveux. Faites de la pleine conscience, de la méditation, de la cohérence cardiaque, du yoga, activité physique, des exercices d'activation du nerf vague, notamment ceux qu'il y a dans le programme complet, l'acupuncture, l'hypnose, de l'EMDR, dormir suffisamment, des activités sociales, ne vous isolez pas. Essayez de vous entourer des personnes qui vous font du bien et d'être au contact suffisamment avec la nature, c'est hyper important. Et merci, je vous remercie pour cette vidéo